This is Radio Prague, Czechoslovakia. Drazí krajany, transoceánské spojení na Attention. Radio Prague Internationale. 90 ans sur les ondes. Chaque jour, 1,5 million d'auditeurs écoutent les stations de la radio tchèque, dont Radio Prague Internationale, qui diffuse des émissions en langue étrangère depuis 90 ans. La station Radio Prague a été créée en 1936 afin de contrer la propagande nazie hostile à la Tchécoslovaquie démocratique. Après février 1948, elle s'est elle-même transformée en instrument de propagande communiste. Ce n'est qu'après la révolution de velours qu'elle a pu redevenir la voix d'un pays libre et démocratique, la Tchéquie. Comment notre station est-elle née et comment s'est-elle adressée à ses auditeurs au cours de ces 9 décennies? Vous le découvrirez dans la série 90 ans sur les ondes. Krajané českoslovenští, všude v zahraničí. Přátelé američtí. Compatriotes tchécoslovaques partout à l'étranger. Amis américains, salutations et félicitations à vous tous. Notre bon vieux père, nous pouvons vous le dire, est en bonne santé. Nous avons été auprès de lui comme ses enfants. Il sait tout, observe tout et est heureux que nous avancions bien. Il vous salue tous ceux au pays comme ceux au-delà des frontières. Všechny doma, jako všechny vás za hranicí. C'est ainsi que s'exprime sur les ondes radio le 7 mars 1937 l'homme politique social-démocrate, juriste, éditorialiste et grande figure de l'indépendance tchécoslovaque, František Soukup. L'émission est destinée aux compatriotes tchèques à l'étranger et diffusée le jour même de l'anniversaire du président Tomáš Garrigue Masaryk. Il s'agit là du plus ancien enregistrement conservé de la diffusion internationale de la station de l'époque, Radiožurnál, aujourd'hui Český rozhlas, la radio tchèque. Halo, československá krátkovlnná stanice Praha vysílá pokusy. Allô, la station tchécoslovaque en ondes courtes, Prague, émet à titre expérimental. Nous prions les auditeurs de bien vouloir nous écrire sur quelle longueur d'onde ils nous écoutent. La diffusion régulière vers l'étranger avait déjà commencé 7 mois plus tôt, le 31 août 1936 à 10h du matin. À l'époque, c'est le directeur technique Eduard Svoboda qui s'était adressé en anglais aux auditeurs du monde entier. Au début, les ondes diffusaient surtout de la musique, parfois complétées par des interventions de présentateurs dans diverses langues du monde. Mais très vite sont apparues aussi les premières émissions journalistiques, par exemple des portraits de Tomáš Garrigue Masaryk et d'Edvard Beneš, inspirés du livre de l'écrivain américain John Gunther, Les pilotes de l'Europe. Autre exemple, le soir du Nouvel An 1936, les informations sportives et la météo furent lues par le très célèbre acteur Vlasta Burian et même les marionnettes Spejbl et Urvínek firent leur apparition à l'antenne. Chtěli jsme se světu představit. Nous voulions nous présenter au monde. Nous tordions ainsi le cou à l'idée reçue, colportée par Shakespeare, selon laquelle la Bohème se trouverait quelque part au bord de la mer. Nous parlions de notre position, non seulement géographique, mais aussi de notre situation politique et économique. On parlait anglais, français, allemand et italien. On s'adressait alors à un monde encore relativement restreint. Šlo nám tedy o dorozumění se světem. Déclarait František Kamil Zeman, évoquant les débuts de la diffusion internationale à Radio Prague, où il travaillait depuis 1938. Les années 1930 n'étaient pas seulement une époque de progrès techniques ayant rendu possible la diffusion radiophonique à l'échelle mondiale, c'était aussi une période de tensions internationales croissantes. Le gouvernement était conscient de ne pas disposer d'un outil efficace pour informer sur la situation en Tchécoslovaquie et pour contrer la propagande hostile grandissante venue de l'étranger.
Il s'agissait bien sûr le plus souvent d'attaques portant sur la situation des minorités nationales. Concernant la radio de Budapest, il était même question, dans des cas extrêmes, d'exiger le rattachement de la Slovaquie à la Hongrie. Autrement dit, la destruction totale de la Tchécoslovaquie. Le ministère des Affaires étrangères était conscient qu'il devait réagir à ces attaques et en même temps renforcer considérablement une communication positive en faveur de la Tchécoslovaquie à l'étranger. Le ministère a ainsi distingué 3 domaines essentiels de son point de vue. Tout d'abord, l'importance d'informer l'étranger sur les affaires tchécoslovaques, sur notre politique intérieure et extérieure. Le deuxième domaine concernait les compatriotes à l'étranger. Quant au troisième, il était constitué de nos représentations diplomatiques. C'est ainsi qu'Ivan Dubovitsky, directeur du département de diplomatie publique, explique les circonstances de la naissance de la diffusion internationale. Le souvenir du premier message en direct de notre station à ondes courtes est profondément gravé dans ma mémoire. Ce n'était alors qu'un simple salut. Nous ne savions pas si vous nous entendriez, ni même si quelqu'un nous entendrait et accepterait la main amicale que nous tendions à tous les hommes de bonne volonté avec une pensée de paix. Je ne saurais vous dire quelle joie nous avons éprouvée lorsque, quelques jours plus tard, nous avons reçu vos lettres nous annonçant avec bonheur que vous nous aviez entendus. C'est ainsi que le technicien Karel Koníček évoquait les débuts de la diffusion internationale. Nous prions les auditeurs de bien vouloir nous indiquer sur quelle longueur d'onde et à quelle heure ils ont capté cette émission. L'adresse est station à ondes courtes, Prague, Tchécoslovaquie. Nous vous remercions. En 1937, la diffusion, alors qualifiée d'expérimentale, fut divisée en ce que l'on appelait les bandes européennes d'une part et américaines d'autre part. Les émissions à destination de l'Europe étaient diffusées chaque jour, tandis que celles destinées à l'Amérique n'étaient programmées que les mardis et vendredis. Déjà à cette époque, chaque émission contenait des informations. Celles destinées à l'outre-Atlantique étaient diffusées en tchèque, en slovaque et en anglais, et une fois par semaine, elles l'étaient aussi en ruthène, ce qui permettait d'informer les auditeurs installés aux États-Unis originaires de Ruthénie subcarpatique, une région alors rattachée à la République tchécoslovaque. J'essayais de répondre aux souhaits des auditeurs lorsqu'ils demandaient des chansons afin que nous les fassions interpréter ou diffuser. Nous avons même demandé à la branche de Bratislava qu'un membre de l'opéra du Théâtre national slovaque enregistre une chanson que nous avons ensuite diffusée. Je me souviens aussi d'avoir plusieurs fois joué à l'harmonica au micro, une chanson que nous ne pouvions pas retrouver pour nos compatriotes. La diffusion destinée aux compatriotes n'avait pas seulement pour but d'informer ou d'éduquer. Dès le début, elle était perçue comme un lien privilégié avec la patrie d'origine. Ainsi, le 21 mai 1937, un certain Józef Dragoun adressa par-delà l'océan un message de salutation à son frère installé aux États-Unis. On l'écoute. Aujourd'hui, tu ne reconnaîtrais plus Mlada Boleslav tant la ville a grandi depuis la guerre mondiale. Les conditions économiques s'y sont également améliorées et même si la prospérité n'y est pas encore aussi grande que chez vous en Amérique, nous travaillons tous avec enthousiasme et joie dans notre patrie libre dont nous croyons, comme j'en suis sûr, vous aussi de l'autre côté de l'océan, qu'elle est la plus belle de toutes. Encore une fois, succès à notre nation tchèque et espérons-le, à bientôt. Les émissions abordaient également des sujets plus importants et plus sérieux, comme cette conférence donnée en juin 1937 par le sociologue tchèque Josef Rouček, installé aux États-Unis, dans laquelle il évoquait la contribution des Tchécoslovaques à la culture américaine. L'Amérique ne possède pas de culture propre. Il s'agit plutôt d'un conglomérat de nombreuses cultures apportées par les immigrés et adaptées aux conditions américaines.
On sait peu que la civilisation américaine a également été enrichie par de nombreux éléments tchécoslovaques. C'est le fruit du travail de 2 millions de Tchécoslovaques vivant en Amérique. Ces travailleurs sont arrivés à un moment clé lorsque se posaient les fondations d'un nouvel empire industriel. Les Tchécoslovaques américains se sont aussi distingués dans le domaine culturel. On ne peut en effet écouter la radio sans entendre les compositions d'Antonín Dvořák ou celles de Rudolf Frimmel. Le 14 septembre 1937, le premier président tchécoslovaque, Tomáš Garrigue Masaryk, meurt. La diffusion internationale en a informé bien sûr ses auditeurs. Jour et nuit, d'immenses foules se rendent au château de Prague où est exposée la dépouille du premier président de la République tchécoslovaque, Tomáš Garrigue Masaryk. Les larmes aux yeux et peinant à retenir leurs sanglots, des dizaines de milliers d'hommes, de femmes et d'enfants défilent devant le catafalque. Dans la capitale, Prague, les préparatifs des funérailles du premier président de la République, qui seront véritablement royales, touchent à leur fin. On met dans la capitale la dernière main aux préparatifs des funérailles du grand disparu, lesquels seront dignes de la haute et noble figure que nous pleurons aujourd'hui. Le château des rois de Bohême a pris une funèbre parure de crêpe. Le dallage de la grande avant-cour a été recouvert de drap noir. 2 gigantesques mâts de même couleur tremblent au vent et, en travers de la cour, s'érige un sombre baldaquin. Les églises pragoises, les 1000 tours et clochers de la ville de Prague sont funèbrement ornés d'étendards de deuil. La station du président Wilson, elle aussi, est toute revêtue d'ornements funèbres. C'est de là, en effet, que, mardi prochain, le président Masaryk partira pour son dernier voyage au petit cimetière de Lani. Toutes les façades des palais de la ville sont cachées par des tentures noires et ornées d'initiales au nom de l'illustre défunt. Il n'y a, pour ainsi dire, pas un édifice où n'apparaisse point une oriflamme endeuillée. Dans les rues, nombreux sont les vêtements de deuil. Presque tout le monde porte des insignes tricolores tchécoslovaques, adornés d'une médaille au trait du président libérateur. Un grand nombre d'autos portent des fanions noirs. De même, toutes les autres villes de la Tchécoslovaquie ont pris une apparence de grand deuil. Le jour des funérailles, mardi 21 septembre, la vie quotidienne s'arrêtera pour quelques heures dans toute la République. Les magasins fermeront, les usines cesseront le travail durant 2 ou 3 heures afin que les ouvriers puissent suivre le déroulement des cérémonies funèbres, lesquelles seront radiodiffusées. La veille des funérailles, le lundi, flamboieront aux frontières des feux funéraires qui seront entretenus durant toute la nuit de lundi à mardi. L'affluence des citoyens venus de tous les points de la République pour assister aux funérailles ne cesse d'augmenter. On estime que le jour des obsèques, la population normale de Prague se verra augmenter de plus d'1 million de personnes. Aussi se pose-t-il une série de problèmes relatifs au transport, à l'hébergement et à l'approvisionnement de ce surcroît provisoire de population. Tramways et autobus circulent toute la nuit. L'année 1938 devait s'avérer critique pour la Tchécoslovaquie. La diffusion internationale lançait des appels au monde entier. Elle expliquait, argumentait, tentait de réfuter les accusations diffusées notamment par l'Allemagne nazie. C'est dans ces circonstances qu'en mars 1938, l'entrepreneur Jan Antonín Batia, demi-frère de Tomáš Batia, décide de s'adresser aux auditeurs anglophones. All those idle talks about Czechoslovakia being Toutes ces paroles creuses affirmant que la Tchécoslovaquie est un bastion du communisme sont totalement absurdes. Les agriculteurs, commerçants et ouvriers tchécoslovaques sont loin d'une telle idéologie. Le développement économique du pays n'est pas encore achevé, il ne fait en réalité que commencer. Une fois les autoroutes et les chemins de fer construits,
Le pays deviendra un pont entre l'Est et l'Ouest. La réalisation de ces projets constitue non seulement l'avenir économique de la Tchécoslovaquie, mais aussi une base pour apaiser les relations en Europe. Un autre symbole fort de détermination et de résistance a été le 10e rassemblement du Sokol, auquel ont participé, en juin 1938, des membres venus également des États-Unis. Leur présence a été perçue comme une manifestation de solidarité nationale et de soutien à la République tchécoslovaque en des temps difficiles. Dans un message diffusé par Radio Prague, Miroslav Klinger, haut responsable du Sokol, sportif actif et participant aux Jeux Olympiques, s'est lui aussi adressé aux compatriotes américains. Těšíme se také na vaše zvláštní vystoupení. Bude jistě hezké. Nous nous réjouissons de votre prestation particulière. Elle sera certainement belle et originale comme la dernière fois. En cet instant, je suis avec vous en pensée. Je me souviens de vous, que vous vous appeliez Frank, Joe, Fred, John ou autrement. Rien, sinon cette grande mare, comme vous l'appelez, ne se dresse sur votre chemin et vous l'avez déjà traversé pendant des années. C'est un long voyage, mais il s'est accompagné d'amour, il n'est pas si pénible. Nazdar et à bientôt pour une compétition fraternelle. Nazdar, nashledanou v bratrském zápolení. Les attaques de l'Allemagne nazie contre la Tchécoslovaquie s'intensifient au cours de l'année 1938. Le combat idéologique se déroule aussi sur les ondes radio. La propagande nazie n'hésitait pas en effet à recourir aux mensonges et aux demi-vérités. Elle diabolisait le gouvernement tchécoslovaque ainsi que le président Edvard Beneš, présentant les Tchèques comme un peuple inférieur, incapable de vivre de manière autonome. Radio Prague se devait alors de défendre l'existence de l'État tchécoslovaque et ses frontières. Ivan Jelinek spolu so mnou najmä v období máj-september 1938. Ivan Jelinek et moi-même avons énormément fait, surtout entre mai et septembre 1938, pour obtenir que chaque personnalité étrangère de premier plan venue en Tchécoslovaquie à cette époque accepte de faire une déclaration favorable dans nos émissions en ondes courtes. Nos demandes étaient rarement refusées. Parmi les étrangers que nous avons particulièrement sollicités figuraient des personnalités ou plutôt des amis de la Tchécoslovaquie comme le commandant britannique Young, député du Parti travailliste. Se souvenait en 1964 l'ancien rédacteur de la diffusion internationale Julo Horvat. Hello, Prague, Czechoslovakia calling. Good evening, ladies and gentlemen. Lieutenant Commander Edgar Young, a well-known British publicist and politician, will now give you his impressions of the Czechoslovak Republic. Le commandant Edgar Young en question, vétéran de la Première Guerre mondiale, journaliste et homme politique de gauche, a visité la Tchécoslovaquie à la fin de l'année 1936. Au cours de son séjour, il a partagé ses observations avec les auditeurs sur les ondes de la diffusion internationale. Before Christmas, I went for a journey through the districts. Avant Noël, j'ai entrepris un voyage dans les districts situés à la frontière allemande, entre Karlovy Vary ou Karlsbad et Liberec ou Reichenberg, où vit principalement une population germanophone. Ces régions, essentiellement industrielles et dont la prospérité a toujours dépendu du commerce extérieur, souffrent fortement des conséquences de la crise économique mondiale. Les souffrances de ces Allemands de Tchécoslovaquie sont en grande partie dues à la politique économique égoïste de l'Allemagne, ainsi qu'aux actions passées peu patriotiques de leurs propres employeurs, majoritairement allemands. Pourtant, la faute est imputée au gouvernement tchécoslovaque. Néanmoins, même dans ces régions ciblées par la propagande allemande, il existe un nombre considérable d'Allemands démocrates qui coopèrent loyalement avec le gouvernement, dans lequel ils ont d'ailleurs leurs propres représentants. L'historien, journaliste et conseiller du président Beneš, František Bauer, expliquait quant à lui en juillet 1938 Même l'absolutisme autrichien n'avait pas le droit de porter atteinte aux droits historiques de l'État tchèque. Et c'est pour leur restauration que la nation tchécoslovaque s'est engagée dans la lutte commune pendant la guerre mondiale.
Il était donc pleinement conforme à la vérité et au droit que les puissances victorieuses sanctionnent le fait que les Tchécoslovaques aient conquis leur État dans les frontières historiques des pays tchèques, avec l'intégration de la Slovaquie, laquelle, selon le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, a choisi de vivre en commun avec les Tchèques, tout comme les habitants de la Ruthénie subcarpatique. Les frontières actuelles de la Tchécoslovaquie sont donc naturelles et pleinement justifiées sur le plan historique. Dans leurs attaques contre la Tchécoslovaquie, les nazis exploitaient abondamment la question dite des Allemands des Sudètes, en invoquant une prétendue oppression et violation des droits des populations allemandes. La position tchécoslovaque, quant à elle, était défendue notamment par le député social-démocrate Wenzel Jaksch, bien qu'il fît lui-même partie de la minorité des Allemands des Sudètes. Durant ces mois cruciaux, il adopta une position pragmatique. C'est ainsi qu'il s'exprimait sur les ondes de la diffusion internationale quelques jours seulement avant la conférence fatidique de Munich. Les Tchèques et les Allemands ne peuvent pas s'exterminer mutuellement. Chaque nation a ses défauts comme ses qualités. Il faut trouver une formule de coopération honnête et pacifique entre les nations, et pas seulement dans notre pays, mais dans toute l'Europe. Unissons toutes nos forces pour empêcher que nos régions frontalières ne deviennent une cause de conflit, voire un champ de bataille. La terre sur laquelle vivent nos peuples nous a été donnée par le destin. Faisons-en un pont entre les nations allemandes et slaves. En ces temps difficiles, le président Edvard Beneš s'est lui aussi adressé aux auditeurs allemands. Il a rappelé que durant les 20 années de son existence, la République s'était développée de manière pacifique et dans un esprit de progrès. Elle respectait la démocratie, la liberté, ainsi que les traditions nationales de tous ses citoyens, y compris celles des germanophones. Je crois toujours que, pour trouver un terrain d'entente, nous n'aurons besoin que de force morale, de bonne volonté et de confiance mutuelle. Je crois au véritable désir du peuple allemand de paix et de coopération. Je sais que ce désir est partagé par les Tchèques, les Slovaques et toutes les autres nationalités. Je sais que beaucoup de nos concitoyens d'origine allemande aspirent à des conditions normales et à la paix. Je sais que notre nation sortira victorieuse des difficultés actuelles. Soyons donc tous remplis de la conviction que nous surmonterons ces temps. Je vous salue et vous remercie. Déclarait le 10 octobre 1938 sur les ondes de Radio Prague le président Beneš. Malgré la bonne volonté du président tchécoslovaque, la crise internationale touche à son paroxysme. À Munich, les représentants de l'Allemagne, de l'Italie, de la France et du Royaume-Uni décident que la Tchécoslovaquie doit céder ses territoires frontaliers au Troisième Reich nazi. Le 28 septembre, à la veille de cette rencontre historique tristement célèbre, Radio Prague informait. Ce matin, la nouvelle s'est répandue dans le monde entier qu'une réunion des 4 chefs d'État, Hitler, Mussolini, Chamberlain et Daladier, se tiendra demain, jeudi, à Munich. Tous les événements montrent que les efforts de Chamberlain pour sauver la paix sont réellement immenses et que la Grande-Bretagne y consacre une énergie gigantesque. Tous les Tchécoslovaques suivent unanimement le président de la République et rejettent toutes les attaques dirigées contre lui. Il confirme que toute la nation tchécoslovaque est prête à résister à quiconque tenterait d'attaquer l'indépendance de notre État. La conférence de Munich porte un coup très dur à la Tchécoslovaquie qui perd un tiers de son territoire et de sa population. Elle engendre surtout une profonde déception et désillusion qui ont marqué le caractère de ce que l'on appelle la Deuxième République. L'atmosphère, peu après Munich, a été décrite sur les ondes de la diffusion internationale par le journaliste britannique John Griffin. Prague is a sad place now, but not a dangerous place. Prague est aujourd'hui un endroit triste. Non, il n'y règne ni danger ni malaise. La nourriture y est abondante et aussi bonne que d'habitude.
Surtout, il n'y a aucun signe de pression contre les Juifs, ni d'explosion de chauvinisme. Tous sont déterminés à tenter de reconstruire une vie supportable en Tchécoslovaquie, et ce, malgré le fait que le changement des frontières ait porté un coup terrible au commerce et que l'on s'attende à ce que, durant l'hiver, jusqu'à 1 million de personnes puissent se retrouver sans emploi. Peu après Munich, Józef Martínek s'est adressé aux compatriotes à l'étranger. Il compte parmi ceux qui, durant la Première Guerre mondiale, ont organisé aux États-Unis la résistance tchécoslovaque en exil. Entre 1934 et 1939, il travaillait à Prague. Chers compatriotes, ces jours-ci a eu lieu l'un des événements les plus terribles qui puissent nous frapper en dehors de la guerre. Nous avons été vaincus sans combattre. La République tchécoslovaque est mutilée et des mains ennemies, avec l'aide de nos anciens alliés, arrachent des morceaux de notre corps vivant. Comment pouvez-vous aider au mieux votre vieille patrie ? Avant tout, en élevant vos voix à l'étranger pour sa défense et en protestant contre les injustices qui lui ont été infligées. Ne prêtez pas attention aux jugements selon lesquels il est déjà trop tard. Ne croyez pas que le visage de l'Europe restera à jamais tel que l'ont dessiné la conférence de Munich et le diktat de Berlin. Clamait sur les ondes de la diffusion internationale Józef Martínek. Il avait raison, quelques mois après Munich, l'armée allemande entre dans ce qu'il reste de la Tchécoslovaquie. Les émissions se poursuivent encore quelques temps, notamment vers les États-Unis, puis la voix de Prague se tait définitivement. Les employés de Radio Prague sont eux aussi frappés par de dures répressions. La célèbre annonceuse d'avant-guerre Zdenka Valo, par exemple, périt dans un camp de concentration nazi. La diffusion internationale n'est pleinement rétablie qu'après la guerre.